d'abord pour cette très belle invitation. C'est un plaisir d'être sur une scène de théâtre pour parler de philosophie. Et c'est de ce genre de mélange dont j'aimerais parler ce soir. En fait, je suis historienne et je m'étais dit, quand on pose la question quelle maison pour les cultures, viennent en tête immédiatement deux références anciennes. Et j'en ai pris deux un petit peu au hasard, mais très, très opposées apparemment. Celle d'abord des maisons de la culture, évidemment. On peut difficilement en français dire quelle maison pour les cultures sans avoir cette réminiscence, cet écho de la grande époque de Malraux. Mais il faut se souvenir que cette idée de maison de la culture vient des années 30 et d'une culture révolutionnaire, d'une envie de déployer. C'est Aragon notamment qui a déployé les maisons de la culture en province. Et dans cette idée-là, ce que je retiens, c'est ce que disait Malraux sur ces cathédrales de la culture. Et j'en viens tout de suite au deuxième exemple, parce qu'il peut paraître il peut paraître très très différent. C'est l'exemple aristocratique de la maison du gentilhomme, de la maison bourgeoise qui, d'après Francis Bacon par exemple, devrait comporter, donc on retrouve tous les lieux que Bruno Racine a traversés, une bibliothèque, un musée, un laboratoire, un jardin, un cabinet de curiosité. Voilà, donc on a cette idée au début du XVIIe siècle en Angleterre que la maison idéale de la culture est une maison qui est capable de réunir comme ça, de manière parfaite, tous ces lieux de pensée, de savoir, de culture que sont les livres, la culture aussi au sens très précis des jardins, la culture scientifique, voilà. Donc, en prenant ces deux exemples, pour commencer, apparemment très opposés, donc l'un d'entre eux, la démocratie, la culture démocratique, et l'autre, la culture aristocratique, ce qui me frappe néanmoins, c'est un lien très fort dans une certaine conception de la culture comme ce qui doit être vénéré, protégé, partagé, collecté, à l'intérieur de lieux clos. Donc, que ce soit donc ces fameuses maisons de la culture qui sont devenues des CDN, qui ont essaimé un petit peu partout en France, d'un côté, ou la grande maison aristocratique. Mais dans les deux cas, il y a cette idée finalement qui provient sans doute de l'encyclopédisme, de l'idée que la culture est quelque chose comme l'encyclopédie, qu'on doit pouvoir saisir, réunir dans un lieu, embrasser du regard, voilà. Et on voit bien dans quelle mesure, il me semble, on hérite encore énormément de ces architectures-là. Et dans ce que vous disiez, Alain Fleischer, il me semble qu'on est en train de passer à d'autres modes. Et c'est peut-être de ces émergences-là que je pourrais tenter de témoigner. Puisque comment on sort de ces grandes maisons, comment on sort de ces grands temples, faut-il en sortir, mais en tout cas, qu'est-ce qui se joue ailleurs que dans ces grands lieux. Je pourrais citer donc quelques expériences. Donc, par exemple, cette école expérimentale dont vous parliez, Raphaël, qui s'appelle SPIP, où on n'a pas, contrairement aux Frénois, on n'a pas cette magnifique architecture qui aurait été construite pour nous. Alors que faisons-nous ? On occupe d'autres lieux. Et il se crée, il me semble, dans cette occupation d'autres lieux, des choses assez intéressantes. Donc, c'est une école, pour vous résumer en 2 mots, qui réunit des artistes, des jeunes artistes, des jeunes chercheurs de toutes les cultures, à la fois au sens national, mais aussi au sens disciplinaire. Et on leur propose de travailler in situ, donc de travailler non pas dans des lieux, mais sur des terrains. Et il y a quelque chose là qui s'invente, qui me paraît assez intéressant, c'est de sortir les cultures de leur maison aussi, sortir les pratiques culturelles de certains lieux, et de voir par exemple comment un groupe de jeunes artistes va travailler sur des questions, par exemple, médicales dans les hôpitaux, comment ils vont pouvoir ressaisir des questionnements de l'ordre de l'espace public.
ou du bien commun. Enfin, voilà, c'est cette idée de déplacement de lieu en lieu qui m'intéresse beaucoup et qui crée des formes parfois artistiques assez étranges. Donc, pour vous donner un exemple, on avait imaginé il y a quelque temps avec ses étudiants une conférence internationale sur le climat, fausse évidemment, fictionnelle, à l'intérieur du Théâtre des Amandiers, un CDN, donc un théâtre. Voilà. Et c'est cette rencontre entre des pratiques, là pour le coup on parlait d'écologie, de politique, mais à l'intérieur d'un théâtre, que produisent ce type de rencontres entre des pratiques et des lieux. Je voulais aussi nous donner comme image mentale commune la référence à Pérec. C'était une troisième, après la maison de Salomon de Bacon et les maisons de la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans La vie mode d'emploi, Pérec part d'une maison, d'un immeuble, à vrai dire, d'une façade d'immeuble dont on voit la tranche, dont on voit l'intérieur. Et cette maison est le point de départ d'un roman fleuve, d'un roman monde, d'un roman des savoirs, d'un roman des arts, enfin de ce grand texte qu'est La vie mode d'emploi de Georges Perec. Et ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est peut-être l'idée que la maison est un lieu dont on peut partir aussi. C'est-à-dire que c'est à partir de la description minutieuse, comme vous vous en souvenez, de chaque pièce, de chaque objet, de chaque habitus, de chaque mode de vie, de chaque forme de vie, à l'intérieur de chacune de ces pièces, de chacun de ces appartements, que Pérec non sellement ressaisit évidemment la tradition des loci, des lieux de mémoire, mais il s'en échappe également, puisque c'est à partir d'une description très précise de lieux qu'il construit sa fresque romanesque. Pourquoi vous donner cet exemple pour finir? Peut-être pour ouvrir la discussion et pour se demander comment articuler aujourd'hui cet héritage des grands temples de la culture que sont ces lieux extraordinaires que vous avez dirigés, Bruno Racine notamment, la BNF, la Villa Médicis, et en même temps, comment continuer à inventer d'autres pratiques culturelles, peut-être inscrites également dans l'espace public, dans des lieux non culturels. Et dernier point peut-être que je voulais aborder, c'est la porosité entre les deux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Une maison pour la philosophie et une maison pour les cultures. Il me semble que quand on commence à mêler ces deux questions, on se rend compte à quel point elles ne devraient sans doute pas être différenciées. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de produire des lieux pour penser, des lieux pour penser, donc par l'art, par la philosophie, comme de parler de philosophie sur un plateau de théâtre. Merci.